Il est 9h27, merci d'être avec nous. On va revenir sur cette enquête entre les relations d'Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Pour en parler ce matin, Nathalie Suc, bonjour. Bonjour. Bienvenue, journaliste, grand reporter et co-auteur de ce livre Chérie, j'ai rétréci la droite avec Olivier Beaumont aux éditions de Robert Laffont. Oui, un mot avant justement de venir aux petites phrases, à tout ce qu'on apprend, les coulisses, etc. dans votre livre, sur ce qui se passe en fait aujourd'hui, vous qui suivez énormément toute cette évolution politique et notamment en fait de la droite. Renaud Muselier qui quitte les LR, Édouard Philippe qui tend les bras et qui dit venez dans notre maison commune, horizon, etc. Ça continue quand même, non? Oui, Emmanuel Macron directement. Et ça continue à rétrécir tout à fait. À droite, on dit voilà, les charognards sont lancés. Pourquoi? Parce qu'Emmanuel Macron, il a bien compris que selon le résultat du Congrès des Républicains du 4 décembre, il allait avoir des défections. Donc le job aujourd'hui d'Édouard Philippe, c'est de servir de rabatteur et de dire à tous les gens qui doutent et qui se disent mince, si jamais c'était Éric Ciotti qui gagnait avec une ligne très à droite, ben venez, on vous accueille, la porte est grande ouverte. Éric Zemmour fait la même chose de l'autre côté en disant voilà, si c'est un candidat qui vous convient pas et que vous êtes sur une ligne beaucoup plus à droite, je suis ouvert aussi. Donc les Républicains sont en train de se faire prendre en étau. Oui, parce qu'il y a aussi un jeu quand même qui est assez étonnant, si je peux parler de jeu, entre Nicolas Sarkozy, qui reste encore un petit peu le parrain entre guillemets de la droite. Le pape. Et oui, c'est ça. Et Emmanuel Macron, quoi. Oui, c'est ce qui nous a frappé dès le début du quinquennat. C'est cette relation absolument insolite. On n'a jamais vu ça en France. C'est très usuel aux États-Unis. Vous avez les présidents qui s'alignent tous pour des actions caritatives, qui oublient complètement les rancœurs du passé. Nous, ça n'existe pas. On a plutôt vu même le général de Gaulle qui disait de Pompidou, il ne me reverra que sur mon lit de mort, un peu grandiloquent. Et là, on a deux présidents qui ne se sont jamais affrontés dans les urnes, donc ça aide, il n'y a pas de passif entre eux. Et petit à petit, il y a une espèce de complicité qui va se nouer entre eux rapidement. Ils ont des intérêts convergents. Mais on n'arrive pas à la caractériser, cette relation, en fait. On ne sait pas si c'est amical, si c'est... Enfin, il n'y a pas d'amitié. Ils se ressemblent. Ouais. Donc, ils s'aiment bien. Quand ils se rencontrent les premières fois, Macron, il dit à un de ses proches, il dit, ton pote, parce qu'il parle comme ça, Emmanuel Macron, ton pote, il a des intuitions fulgurantes. Alors qu'au départ, il avait plutôt une image assez négative de Nicolas Sarkozy. Et Sarkozy, qui a été maltraité, il faut dire les choses, par le pingouin, comme il le surnomme François Hollande, il est d'un seul coup, dans le bouquin, on cite quelqu'un qui dit Sarkozy, c'est un peu un loukoum, il aime bien être bien traité. C'est assez juste. Là, il a Emmanuel Macron qui l'invite à l'Élysée, qui envoie des motards pour escorter le cortège funèbre de sa mère, qui donne des promotions à ses gardes du corps, qui n'avaient pas eu une seule prime ni rien du tout pendant tout le quinquennat de Hollande, qui le consulte. Donc, du coup, il se sent bien traité. Il dit, lui, il est républicain, il est sympa, pas comme l'autre. Mais en fait, c'est une symbiose utilitariste. Les deux se servent de l'autre. Voilà, Nicolas Sarkozy, lui, il s'en sert parce que ça lui permet d'exister, ça lui permet de continuer à écraser le match. À droite, il dit, moi, je suis le peuplier. Sous le peuplier, il n'y a rien qui pousse. Et donc, du coup, il veut être le seul qui existe sur la photo. Il considère que tous les autres sont des nains. Oui. Et Macron, il fracture la droite grâce à lui. Ouais, et on a l'impression qu'il est le président bis en quelque sorte. Parce que évidemment, on se presse et on le voit dans votre livre avec énormément de gens qui défilent et qui lui demandent en fait rendez-vous dans son bureau, rue de Miromesnil, quoi. C'est tout le monde va baiser la babouche, c'est l'expression consacrée en Macronie, même en Sarkozy, pardon. Vous voyez le lapsus. Même des ministres d'Emmanuel Macron, même des proches. Jean-Baptiste Djebbari, le ministre des Transports, qui y va, qui a jamais vu Nicolas Sarkozy, qui est tout impressionné et qui sort de là en disant j'ai vu une bête sanguinaire qui cartouchait tout le monde. Ils sont fascinés. Marlène Schiappa qui dit j'ai une attraction à répulsion, c'est Human Bomb, dès qu'il y a un problème il est là, il n'y a pas assez de Sarkozy. Ils sont fascinés par ce personnage qui est devenu un petit peu légendaire, un peu mythique. Et oui, c'est devenu une sorte d'annexe de l'Élysée, au point que Nicolas Sarkozy au début du quinquennat donne des petites listes de noms pour les remaniements Emmanuel Macron. Oui, c'est ça. Le président n'en fait rien. Demande même à des ministres de s'excuser, ce qui est le cas d'Agnès Buzyn, par exemple. Oui, parce qu'elle avait vraiment lourdement fauté pendant les municipales. Allusion à une scène qui s'est passée pendant les municipales. Agnès Buzyn, qui a donc quitté le ministère de la Santé, ce qui a scotché Nicolas Sarkozy, il n'en revenait pas en pleine pandémie. Elle est donc candidate face à Anne Hidalgo et elle attaque Nicolas Sarkozy en disant mais les problèmes sécuritaires, c'est la faute de Nicolas Sarkozy qui a supprimé des effectifs policiers. Donc il appelle Emmanuel Macron, il lui dit non mais attendez, vous allez avoir besoin de nous un jour, c'est pas tolérable. Donc Emmanuel Macron fait appeler Agnès Buzyn pour lui demander d'appeler Nicolas Sarkozy pour s'excuser. Et là, elle se prend une rouste pas possible avec Nicolas Sarkozy qui lui dit, elle l'appelle et bonjour monsieur Sarkozy. Non, on dit monsieur le président, ça Sarkozy tient énormément.
et lui dit attendez, nous n'avons pas gardé les bovins en sang, etc. Alors elle en prend plein la tronche pendant 10 minutes, un quart d'heure, voilà, simplement parce qu'il considérait qu'il fallait remettre l'église au milieu du village. Ouais, et que lui se considère il se considérait encore ces derniers mois dans la peau aussi d'un présidentiable, quoi, en étant en fait le recours, en disant et en critiquant, en fulminant quand il voyait la gestion de la crise sanitaire, il disait mais ils font n'importe quoi, etc. Hein, alors, on peut le comprendre. Nicolas Sarkozy, c'est quelqu'un qui a géré la crise financière et économique de 2008. On peut le dire au cordeau, même si certes les finances publiques s'en souviennent, mais avait-il le choix? Il a géré aussi la grippe H1N1. Donc quand il voit la gestion de la pandémie par l'exécutif, il faut quand même rappeler tous les allers-retours entre faut porter le masque, pas porter le masque, les galères sur les masques, les galères d'approvisionnement des vaccins, et même la stratégie vaccinale. Ça, il n'a pas compris. En 2008, lui, il avait secoué toute l'Europe, le monde entier, pour avoir des sommets du G20. Là, on se retrouve avec une Europe qui décide de tout mutualiser. Il dit, mais mutualiser les vaccins, ça marche pour Malte, ça marche pour le Luxembourg, mais pour la France, c'est pas sérieux. Ouais. Donc oui, il se vit dans la peau d'un président. Oui, parce qu'il est consulté aussi à ce moment-là. Est-ce que vraiment, vous avez dit tout à l'heure, Emmanuel Macron ne tient pas compte de ces remarques? Vrai ou pas, quand même? Il écoute, mais il n'entend pas. Voilà. Alors, il l'a écouté une fois. C'était au pire de la crise des Gilets jaunes, juste après le saccage de l'Arc de Triomphe et l'incendie d'une partie de la préfecture du Puy-en-Velay. Là, il y a un déjeuner entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron. Nicolas Sarkozy trouve Emmanuel Macron dans un état psychologique un peu compliqué. Il faut se rappeler, il faut se remettre quand même dans cette époque, c'était lourd. Et là, il lui dit, il faut que tu fasses des gestes, que vous fassiez des gestes. Il se vous voit, c'est important. Vous fassiez des gestes sur le pouvoir d'achat, reprendre ce que j'avais fait moi avec la loi TEPA, travailler plus pour gagner plus. Emmanuel Macron l'écoute et annonce les heures supplémentaires désocialisées. C'est une des seules fois où il l'a vraiment écouté. Il va picorer des conseils par-ci par-là, mais assez vite, il n'a pas du tout envie d'apparaître sous une forme de tutorat. Donc il va faire du Sarkozy sans Sarkozy. Un gouvernement sarkozyste avec des Sarkozy, mais pas avec les noms qui Et du coup, Nicolas Sarkozy lui en veut un peu aussi, non? Parce que il y a plusieurs petites piques qui apparaissent. Quand, par exemple, il est à des obsèques, à une cérémonie, je ne sais plus laquelle, mais aux côtés de François Hollande, et il lui dit, tiens, voilà ton ministre d'économie. Alors ça, c'est une pique à l'adresse aussi de Hollande, quoi. Alors ça, c'est une pique entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. Il y a un ciment entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy, on n'en a pas parlé au début, que vous me demandiez pourquoi ils se ressemblent, c'est leur détestation commune de François Hollande. Ils ne peuvent pas le saquer, tous les deux. Et on raconte cette scène au moment des obsèques de Johnny Hallyday en l'église de la Madeleine. Nicolas Sarkozy, François Hollande sont assis côte à côte. D'un seul coup, Emmanuel Macron rentre dans l'église. Nicolas Sarkozy met un coup dans les côtes de François Hollande et dit, tiens, voilà ton ministre. Voilà, donc il s'amuse à plaisanter. On raconte aussi Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy dans un avion, qui rigole, qui parle de François Hollande. C'est surtout Nicolas Sarkozy qui fait des vannes, parce que Macron, c'est quelqu'un de prudent et il sait que Nicolas Sarkozy est assez bavard, donc il a un peu peur des fuites. Oui, et sur la gestion de la crise sanitaire, Nicolas Sarkozy est sur beaucoup de dossiers, mais ça aussi un peu sur le compte du fait que Emmanuel Macron n'est pas d'enfant. Et donc ne pense pas à l'avenir peut-être comme quand on a des enfants, quoi. Et ça revient régulièrement. Hein. Il est interpellé dès le début du quinquennat par son rapport à l'autorité. C'est quelqu'un qui ne sait pas trancher. Il met du temps à trancher. Les propres ministres d'Emmanuel Macron le disent. Prenez Bruno Le Maire, il dit pas qu'il ne sait pas trancher, mais il y a cette expression, il dit Emmanuel Macron c'est un ruminant. Il met du temps à prendre des décisions parce qu'il veut vraiment peser le pour, le contre. Ça c'est quelque chose que Nicolas Sarkozy ne comprend pas. Pour lui, la présidence, ça doit savoir trancher. Et il a cette phrase qui recoupe une chose que disent beaucoup de Français et pensent beaucoup de Français, c'est parce qu'il n'a pas d'enfant. Brigitte Macron elle-même, on avait fait un livre sur elle avec une consoeur, Abba Djemchid, qui travaille pour elle, raconte volontiers que c'est elle qui éduque le chien à l'Élysée, Nemo, parce que quand c'est le président qui s'en occupe, le chien fait n'importe quoi. Non, c'est une phrase qui est très dure, qui est un peu tabou aujourd'hui pour une simple raison, c'est que c'est Jean-Marie Le Pen qui l'a dit pendant la campagne présidentielle de 2017, et depuis, personne n'ose le dire. Et Emmanuel Macron avait répondu de façon extrêmement virulente, parce qu'il considérait que c'était non pas une attaque contre lui, mais contre sa femme. Il y a aussi un autre chapitre qui est assez intéressant, c'est la tentation à un moment donné de la démission. On lui propose, alors c'est Alain Minc, c'est ça qui lui propose de démissionner et pour couper l'herbe sous le pied aussi de la droite de ses adversaires, quoi. Et finalement, ça se passe effectivement au mois de mars l'année dernière, à un moment un petit peu où Emmanuel Macron a du mal à reprendre la main. Il a perdu cette capacité de disruption qui faisait sa force, cette capacité à surprendre. Et Alain Minc lui envoie un message en lui disant voilà, je t'envoie un message, mais ça doit rester aussi secret qu'un code nucléaire. Je te fais une proposition. Tu devrais aller à la télévision le 15 septembre prochain, dire aux Français voilà, vous me connaissez, Françaises, Français, je ne vais pas tirer profit de ma position à l'Élysée pour faire campagne. Je vous annonce que mon mandat prend fin demain midi et qu'une campagne présidentielle s'ouvrira sous 20 à 35 jours sous la présidence intérimaire de Gérard Larcher. Ce qui est fascinant, c'est la réponse d'Emmanuel Macron, qui arrive immédiatement par SMS, où il dit
cela se regarde de près, dis-moi quand tu es prêt. Il lui demande d'étudier la faisabilité juridique de la chose, savoir qui déciderait dans la période, est-ce que c'est Gérard Larcher, est-ce que c'est le Conseil constitutionnel. Donc il n'écarte pas complètement cette option. Le Figaro Magazine avait sorti en juin 2020 une information similaire qui avait été démentie à l'époque par l'Élysée. Aujourd'hui, on peut se demander si le démenti était vraiment fondé. Oui, il n'y avait pas vraiment. Ça a été étudié, quoi. Ce sont les conseillers. Alors c'est les conseillers, mais lui laisse faire. Mais ce qui montre bien qu'il veut garder une certaine fraîcheur. Et vous verrez que pendant la campagne présidentielle, je suis persuadée qu'il va aller sur des choses assez massives, assez lourdes. Il va essayer de trouver des idées qui cassent un peu la baraque. Surprenantes, quoi. À propos de surprise, c'est vrai que Nicolas Sarkozy lui avait conseillé, il l'a pas suivi, mais il lui avait conseillé de prendre Alexis Kohler comme son bras droit à l'Élysée, comme Premier ministre. Grosso modo, parce que Sarko, pour lui, Fillon, c'était un collaborateur, quoi. Donc, exactement. Au début du quinquennat, il conseille plutôt à Emmanuel Macron de garder Édouard Philippe. Il lui dit, mon Premier ministre à moi était nul, le vôtre un peu moins. Voilà, en termes relativement condescendants. Et puis assez vite, il lui dit, non mais là, il faut changer, ne serait-ce que pour des raisons politiques. Et il arrive dans un déjeuner à l'Élysée avec sa petite liste. Donc il dit, faut mettre un homme à vous. Alexis Kohler, le secrétaire général de l'Élysée, serait parfait. Il propose pour Bercy Sébastien Bazin, qui est le patron du groupe Accor, Maud Fontenoy, l'écologie, enfin des gens qu'il apprécie. Il propose déjà Gérald Darmanin ou Frédéric Pechnard. Emmanuel Macron n'en fait strictement rien. Il prend son sarkozyste à lui, Jean Castex, à la place d'Édouard Philippe. Oui, même si Darmanin est quand même à l'intérieur, quoi. Est-ce que le fait qu'il ne se prononce pas aujourd'hui sur les LR montre bien que quelque part il va soutenir de nouveau Emmanuel Macron? Pas sûr. Je pense que ça va être très difficile pour Nicolas Sarkozy de soutenir quelqu'un d'autre que quelqu'un de sa famille politique. D'ailleurs, on voit bien qu'il a reçu tous les candidats LR, certains à plusieurs reprises. Tout le monde a défilé là-bas. Après, le soutien sera, je pense, gradué en fonction de la personne qui sortira du lot. Vous imaginez bien, il apprécie Éric Ciotti, mais je ne suis pas sûr qu'il fasse une campagne acharnée pour Éric Ciotti. Si c'est Xavier Bertrand, ce sera compliqué aussi. Ils ont eu des mots, quand même, des mots très douloureux, très compliqués, très vifs. Quand Nicolas Sarkozy perd, Xavier Bertrand dit quand même à Nicolas Sarkozy, Nicolas Sarkozy perd, Xavier Bertrand lui dit, je ne serai plus jamais ton ministre, toi et moi, c'est fini. Ils se sont réconciliés, mais c'est compliqué. Je pense qu'il soutiendra une Valérie Pécresse, probablement. Oui, sans doute Michel Barnier. Bertrand serait compliqué. Et il y a un scénario quand même. Si jamais vous avez un candidat de la droite qui se retrouve à 5, 10%, 5, 8%, en situation de qualifier l'extrême droite au second tour face à Emmanuel Macron. Là, Nicolas Sarkozy appellera clairement à soutenir Macron. Il a envisagé de le faire, non pas pour le soutenir parce qu'il aime bien, c'est pas par amitié, il a des arrière-pensées, c'est qu'il considère que Emmanuel Macron peut repasser, mais de ne pas avoir de majorité. Et dans ces cas-là, il lui impose une cohabitation. Il lui dira, on choisit ensemble le Premier ministre, on choisit ensemble la majorité. Donc il a essayé de le mettre sous tutelle. Sauf que ça se passera du côté d'Édouard Philippe, quoi, qui est en train d'essayer de réunir une majorité autour de lui pour peser après, quoi, non ? Alors, Emmanuel Macron a bien compris qu'il allait avoir un problème aux législatives. C'est pour ça qu'il a confié cette mission à Édouard Philippe. Après, Nicolas Sarkozy, il a encore beaucoup de troupes. Les LR sont encore puissants. On l'a vu aux précédentes élections, que ce soit les régionales ou les municipales. Le réseau d'élus est quand même très très fort à droite. Il y a des professionnels de la politique. Oui, mais il y en a certains qui partent là aujourd'hui. Renaud Muselier, Estrosi, il y en a quelques autres. Aucune surprise. Non, voilà, pas une grande surprise. Renaud Muselier, on savait déjà qu'il était sur le perchoir. Macron compatible. Oui, voilà, c'était déjà fait. Je rappelle qu'aux élections régionales, il a fait un accord qu'il a noué dans le bureau de Jean Castex. Ça n'est pas rien. Et juste petite question, puisqu'un président ne peut pas rester plus de 10 ans à la tête de l'État, ça veut dire que si Emmanuel Macron est réélu en 2022, la campagne commencera pour les autres en 2022. Absolument. Alors on va se retrouver, si Emmanuel Macron est réélu, dans une situation institutionnelle complètement inédite. On n'a jamais eu depuis le quinquennat un président réélu qui ne peut pas se représenter. Deux options, soit ça lui donne énormément de force pour réformer parce que du coup il a les mains totalement libres, soit il se retrouve président chrysanthème, sa majorité se retourne contre lui, ça peut devenir très très compliqué, c'est pas sûr du tout que Emmanuel Macron, s'il est réélu, puisse avoir les mains libres comme il le souhaite. Oui. Alors vous parlez beaucoup des relations d'anciens présidents et donc de l'ancien président avec Emmanuel Macron, donc Nicolas Sarkozy. François Hollande, est-ce qu'il peut jouer un rôle aussi dans les semaines qui viennent ? François Hollande, il a une difficulté, c'est que comme il ne s'est pas représenté, il n'a plus d'autorité aujourd'hui sur son camp. Aujourd'hui, les socialistes considèrent qu'il les a d'une certaine façon abandonnés en race campagne. Donc,
Ils l'écoutent, mais c'est pareil, ils ne l'entendent pas. Donc aujourd'hui, la campagne d'Anne Hidalgo, elle est totalement autonome. Elle ne considère qu'elle n'a pas à se faire dicter son destin ni ses décisions par l'ancien président. Oui, parce que lui, son candidat, c'était plutôt Cazeneuve. Hein, et bon, et voilà. Qui n'a pas souhaité, se présenter. Y aller. Est-ce qu'il s'envoie encore là aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron, des petits messages, des petits SMS ou pas? Parce qu'il communique encore, bien sûr. Oui, non, évidemment. encore, oui, non, c'est fluide. Oui. Mais ça s'est tendu quand même, parce que au moment des condamnations de Nicolas Sarkozy, Emmanuel Macron l'a un peu tenu en lisière, considérant qu'il était un peu has-been et sur la touche. Or, Nicolas Sarkozy a quand même de la ressource du métier. Qu'est-ce qu'il veut? Ça reste le parrain de la droite. Qu'est-ce qu'il veut, Nicolas Sarkozy, aujourd'hui? Continuer à peser. C'est-à-dire pouvoir avoir voix au chapitre. C'est-à-dire qu'il considère qu'il a une expérience qui n'est pas suffisamment valorisée. Il a une expertise. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il fait des conférences sur la crise sanitaire. C'est assez dommage qu'on ne l'ait pas écouté, parce qu'il a assez tôt préconisé de ne pas aller sur cette logique de mutualisation européenne des vaccins. Et il disait, il faut ouvrir des vaccinodromes. Il l'a dit tout de suite. Alors certes, au départ, on n'avait pas suffisamment de doses de vaccins, mais on aurait pu le faire beaucoup plus rapidement. Donc c'est ça qu'il veut simplement être considéré, entendu, écouté. Merci Nathalie Chuc, donc grand reporter et co-auteur de ce livre, hein, Chérie, j'ai rétréci la droite, avec le journaliste Olivier Beaumont du Parisien, aux éditions Robert Laffont. C'est passionnant et c'est déjà en kiosque. Et restez avec nous dans quelques instants, on va vous parler d'emploi, puisque on cherche 250 personnes pour devenir animateur dans le Camping Paradis. Vous connaissez Camping Paradis, Patrick? Vous me voyez bien dans le Camping Paradis, c'est ça? Oui, bien sûr, vous chantez tellement bien. Vous dansez, vous chantez, vous savez tout faire, Patrick Roger. En tout cas, on en parle dans un instant. Je vais vous envoyer des photos. Oui, j'en ai déjà. J'ai des dossiers sur vous, Patrick. Vous savez, dans ce métier, il faut toujours des dossiers. Allez, restez avec nous. On revient dans un instant. Il est 9h43.